bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à votre émission Café Mort, le lundi à 21h sur BFM TV. Ce soir, je vais accueillir un comédien. On va le découvrir ensemble, mais vous le connaissez, ceux qui sont férus un peu de films d'histoire et tout, le retrouvent dans beaucoup de films. On va accueillir Hicham Yacoubi, bonsoir. Bonsoir Aki. Alors déjà, je sais que tu te fais très rare sur les plateaux, c'est pas ton truc, donc je te remercie vraiment d'avoir accepté de venir nous parler de toi, tu aimes pas trop en plus. Non, je me fais discret, j'aime pas trop, j'aime bien être devant la caméra pour mon travail, puis sinon hors de mon travail, c'est pas un truc qui m'attire. Alors vraiment, je te remercie parce que j'ai été obligé d'insister. Heureusement, on peut le dire aux gens, c'est l'amitié qui t'a obligé à venir raconter un peu. Tu m'as harcelé un peu. J'ai dit allez, vas-y, on va faire une petite après-midi, on va accentuer un peu ça. Comme ça, tu vas nous parler un peu de toi, de ton parcours, parce que c'est quand même un parcours. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est un parcours intéressant, notamment dans ce cinéma français, la difficulté de percer. Tu sais bien qu'à un moment donné, tu es l'assignation en résidence, mais on va y venir. Mais d'abord, qui est Hicham Yacoubi ? Tu es né où ? Tu es de quelle origine ? Tu as grandi où ? Enfin voilà, parle-nous un peu de toi. Oula. En fait, je suis né en Tunisie et je suis venu à l'âge de 4 ans avec mon père, tout seul, tous les deux en fait. Et puis le temps que lui trouve du travail, puis l'année d'après, ma maman est venue et mes sœurs. Et puis voilà, en fait, je suis venu en France dans un petit village. Je suis un campagnard en fait, moi je viens de l'Isère. L'Isère, une belle région quand même. Ouais, magnifique région. Sport d'hiver, tout. Oui, 38, comme on dit, 38, l'Isère et la misère. L'Isère et la misère. C'est les anciens de là-bas. Oui, je vais vraiment d'un petit village qui est à peu près à 40 km de Lyon, 40 km de Vienne. Voilà, en fait, je viens vraiment de la campagne, quoi. J'ai grandi là-bas. Et comment ça se passe quand on a 4 ans et qu'on passe une année seul un peu avec son père ? C'est pas difficile, on n'a pas un peu de nostalgie de la famille, de la maman ? Pour un petit enfant de 4 ans, c'est quand même assez compliqué, Hicham. J'étais petit et puis ça allait très vite parce qu'en fait on est arrivé chez mon oncle qui était déjà là lui un an avant. Donc je suis rentré, en fait on a été habité avec mon oncle la première année, le temps que mon père trouve le travail. Mais bon, à l'époque les gens ils venaient frapper pour chercher des ouvriers. Donc mon père a trouvé du boulot, je pense, la première semaine où on est arrivé en France. Et puis je crois que j'ai un vague souvenir. J'ai l'impression que cette année est passée assez vite. Puis après, voilà, ma mère est venue, mes sœurs, et puis frères, et puis voilà quoi. Alors, comment ça s'est passé la vie d'enfance de Hicham Yacoubi dans l'Isère, alors dans ce petit village ? Est-ce que tu me fais penser à Kabylie ? Ton histoire, c'est un peu à Kabylie, un village perdu où il y a quelques familles ? Dur un peu. Déjà, quand t'es petit, la première chose que tu rencontres, déjà, c'est le racisme à cette époque-là. Ouais, d'ailleurs, je raconte une anecdote comme ça dans la pièce dans laquelle j'ai joué 1, 2, 3 au théâtre Chaillot, une pièce d'un metteur en scène canadien. Donc oui, je raconte une partie de ma vie en fait. C'était vraiment les premières années. Je crois que c'était la première année de cours préparatoires, je crois. Ouais. Et le prof s'appelait, d'ailleurs je me souviens quand même de son nom, il s'appelait Michel Parissier. C'était un mec qui faisait 2 mètres, il avait des mains de maçon comme ça. Et en fait il avait mis les Arabes à droite et les Français et Portugais à gauche. Et donc il avait l'allée au milieu, il circulait entre les deux. Et donc ces premières années, tu rencontres comme ça, t'es môme. Et là, tu subis le racisme de plein fouet, quoi. Donc, ils nous appelaient Ben basculante, Ben machin, des trucs comme ça à chaque fois. Et ils nous fracassaient tout le temps. C'était violent. Ouais, violent. Il avait un seul gars, en fait, qui l'avait mis, en fait, du côté français, mais vraiment devant, face à lui. C'était un camarade à nous qui s'appelait Yazid Bestour à l'époque. Et lui, c'était son souffre-douleur. Il le démontait et Yazid, il pleurait jamais. Jusqu'au jour où il a pleuré et il a sorti, je crois, de la salle. Dans la cour, comme ça, il l'avait... Et voilà, c'était les premières années, on avait vécu ça comme ça, le racisme vraiment à l'état pur. Fort, parce que c'était vraiment un petit village, quoi. Oui, voilà, c'était les premières années d'immigration, on était parqués, on n'avait pas trop de rapport à... Donc voilà, mais après, là, c'est passé... Est-ce que ça a marqué ton histoire, ton parcours un peu, ces moments-là ? Est-ce que ça t'a beaucoup impacté dans ton histoire, dans ton parcours après ? Oui, énormément. Quand t'es môme, que tu le prends si jeune comme ça, jusqu'à l'âge de 17, 18 ans, même plus, c'est un peu dur. Bon, donc forcément, tu es en réaction. Et puis après, tout dépend de ta cellule familiale, de comment on t'éduque. Tu finis par prendre le dessus et te dire, il y a 2 solutions. Soit je deviens un voyou et je rentre dedans, et peu importe ce qui arrive. Soit tu dis, ça existe, mais il n'y a pas que ça. Moi, j'ai pris la seconde. Et donc, petit à petit...
Alors, comment tu es venu petit à petit de tes études, comment tu es venu au cinéma, Hicham? Raconte-nous un peu ce parcours. Comment tu as cheminé? Comment l'idée t'es venue? Parce qu'à l'époque, quand tu vis le racisme comme ça et tout, tu dois te dire le cinéma, c'est pas pour moi. Parce qu'on ne voyait pas beaucoup de gens d'origine, entre guillemets, parce que ça ne nous enferme pas. Je sais que toi, tu es français, tu vas le dire derrière un truc, mais d'origine maghrébine, on ne voyait pas beaucoup des gens sur les écrans de télé. En fait, moi, dans ma vie, si je résume bien, j'ai jamais su ce que je voulais dans la vie. Je me suis toujours laissé porter. Je me dis, voilà, j'ai vécu au jour le jour jusqu'à aujourd'hui, je vis au jour le jour. Aujourd'hui, je fais du cinéma. Ça se trouve, demain, je sais pas, moi, je vais aller faire du fromage dans le Larzac. Et ça me posera aucun problème. Tout a été venu comme ça, en fait, à l'âge de 18 ans, à peu près 18-19 ans. En fait, je reçois un coup de fil d'un de mes cousins en Tunisie qui est venu faire un stage de foot avec l'équipe à Vichy. Et donc à la fin du stage, en fait, la plupart des gars ne sont pas rentrés au bled, ils sont restés. Et donc il m'appelle et il me dit, écoute, je suis à Paris chez mon frère et tout. Et c'était vraiment une année en fait où c'était presque où je me posais, parce que moi déjà, même petit, j'avais envie d'autre chose. En fait, j'étais avec mes copains, mais dans ma tête, j'étais ailleurs. Je crois que j'avais déjà un esprit artistique, mais je ne savais pas quoi. Donc je décide, en fait, si l'occasion était bonne, de dire à mon père, bon, bah, je vais m'inscrire à la fac de droit à Paris et je vais vivre avec mon cousin, donc avec le tonton à côté. Donc mon père, ça l'a rassuré un peu. Et du coup, je me retrouve à venir à Paris, en fait, à l'âge de 18 ans, avec 2000 balles en poche à l'époque, un sac, et puis voilà, je débarquais, quoi. À la fac de droit? Ouais, fac de droit. Donc j'ai fait 3 mois de fac. 3 mois de fac? Ouais, et après, après 3 mois, je me suis retrouvé dans une école de danse. Je sais pas comment, en suivant. La danse? Ouais, j'étais danseur. Moi, mon premier métier, c'est la danse en fait. J'avais rencontré un gars par hasard, comme ça, et je me suis retrouvé à l'Alcazar de Paris. L'Alcazar? Ouais. Ah, c'est pas la danse hip-hop, c'est la vraie non, danse. Oui, bah, moi, j'ai danseur classique. J'étais. Danseur classique? Ouais, j'ai fait beaucoup de danse classique, ouais, jazz, moderne. Et je me suis retrouvé donc à l'Alcazar et j'ai vu des belles nanas et puis des mecs qui levaient des gens. Moi, à l'époque, j'étais un danseur d'opérette? Ouais, non, danseur feeling, quoi. Ouais. Et je voyais des mecs, je me dis, bon, voilà, lui, à part lever la jambe, moi, si je m'entraîne comme ça, je peux travailler là, je me dis, quand j'ai vu ce spectacle, je me dis, c'est ça que je veux faire. Et du coup, un des danseurs m'a parlé de l'école de danse, il m'a donné son adresse. Et puis un jour, je suis par hasard, comme ça, j'ai traîné mes bottes à cette école de danse. Et puis de là a commencé la carrière. J'ai commencé à faire du jazz, modern jazz. Et en fait, j'ai tout fait à l'envers, en fait. J'ai fait pendant des années, j'ai fait du modern jazz. Et puis, vers la fin, je me suis mis à faire du classique. Classique et moderne, en fait. Et tu as travaillé donc Oui, j'ai travaillé où alors? Dis-nous tout ça un peu. Bah, j'ai travaillé avec Rico Doms, qui est assez connu aujourd'hui, qui a une école de danse. J'ai travaillé avec Joël Mazet, avec Glegowski en classique. Ah ouais. Un de mes grands maîtres qui m'a vraiment formé, vraiment techniquement, c'est Kada Godban, c'est un Chaoui qui vient de Saint-Étienne. D'ailleurs, je le salue bien. Qui a fait une, voilà, qui a on une, le salue, voilà, qui a eu une compagnie qui s'appelait Résonance. Donc il était chorégraphe, c'est lui-même qui formait les élèves. Donc c'était que des jeunes de Saint-Étienne, de Saint-Chamond exactement. Oui, Saint-Chamond. Voilà, j'ai connu Saint-Chamond parce que je faisais de la boxe américaine et il y avait beaucoup de gens de Saint-Chamond, le club du Cendre et tout ça, ou des trucs qui venaient aussi de Saint-Chamond. Et le Cendre, c'est un peu en avait un peu bas, mais c'était les gens qui venaient aussi de là-bas. Donc Saint-Étienne, il y avait beaucoup de sportifs. Ouais, non, mais lui, il est de Kada est de Saint-Chamond, donc c'est lui qui m'a formé. Et c'est un maître, c'est un artiste pur, quoi. Quelqu'un pour donner l'exemple de Kada, si pour former un danseur, il faut 10 ans, avec Kada, tu fais que en 3 ans, il te forme. Ah ouais, c'est un gars, c'est un chercheur, il a un artiste. Il a un truc, il a un don, quoi. Non seulement ça, et puis je crois que il connaît le corps humain par corps, quoi. Il a étudié le corps humain comme un scientifique, quoi. Donc chaque muscle, il le connaît par cœur, il sait comment travailler un muscle, il a une connaissance, c'est un artiste. Pour moi, Kada, c'est un artiste. Quand t'en parles, on sent quand même cette grande admiration, ce respect, cette estime pour Kada. Je l'aime beaucoup parce qu'en fait, j'ai fait beaucoup de danse pendant une dizaine d'années de danse, jazz. Bon, après, quand on connaît la danse, qu'on veut vraiment, aller très haut, il faut à un moment une vraie technique. Et la technique ne peut s'acquérir que par la technique classique. Donc moi, j'ai fait beaucoup d'années et j'avais rencontré au début de mes années Kada qui me disait, Hichem, écoute, tu as un corps magnifique, il faut que tu viennes à Saint-Chamond, je vais te former. Et moi, je lui dis, Kada, je viens d'arriver, je découvre Paris, je ne vais pas retourner à la campagne. Donc je ne voulais pas y aller, quoi. Et 15 ans après, en fait, au moment où je décroche avec la danse, où j'avais fait passer des années à apprendre, à faire des cours, mais je ne travaillais pas, je ne gagnais pas ma vie, j'en avais marre. J'ai monté un groupe de funk, je fais de la basse.
Et donc, je comptais aller avec mes copains, partir à Montpellier, donc habiter dans une maison et faire de la musique, quoi. Faire de la funk, quoi. Ouais, Parce qu'à l'époque, c'était, il faut que ça te dise aux gens qui nous regardent, ils disent la funk, la funk. La funk, à l'époque, c'était la musique, c'est musique, non? Je faisais la basse, moi, j'étais bassiste. Ouais. Et donc, je décide, hein, après 15 ans de danse à Paris, ça marchait pas pour moi, je gagnais pas ma vie, je me dis, bon, bah, c'est pas grave, on va faire autre chose. Et donc, je décide, je sais pas quelle mouche m'a piqué, comme quoi la vie est écrite comme ça. Je me dis, tiens, je sais que Kada est à Saint-Chamond, mais je suis jamais allé le voir là-bas à l'époque. Je vais y aller. Donc je prends le train et je décide d'aller à Saint-Chamond. Je savais juste qu'il était à Saint-Chamond à la MJC. Donc je me pointe à Saint-Chamond, je retrouve c'est un petit village, paumé, et je demande la MJC. Donc je me retrouve à la MJC. Et c'est là que je rencontre en fait sa femme qui était secrétaire, qui me dit Kada est là. Donc Kada me voit. Hichem, qu'est-ce que tu fais? Ça fait 15 ans que je t'ai pas vu, bah, je vais pas te voir. Il me dit, vas-y, mets un collant dans la salle. Je lui dis, mais t'es fou, Kada, ça fait des mois et des années que je n'ai pas dansé. Il me dit, ferme ta gueule, tu mets le collant et tu rentres dans la salle. Donc je me retrouve à prendre le cours, et à la fin du cours, après, bon, bah, ça va, quoi, on commençait à parler, je connaissais son frère Abdallah, qui était mon frère aussi à l'époque, parce qu'on traînait souvent ensemble. Et là, il me dit, qu'est-ce que tu fais? Bah, je dis, bah, écoute, voilà, Kada, voilà, il me dit, mais t'es pas un peu marteau, tu vas aller faire de la funk, de la basse, mais tu vas rester ici et tu vas travailler. Donc il m'a pris. Ah, il m'a lâché. Enfin, j'étais parti pour partir à Montpellier, je me suis retrouvé 4 ans là-bas. En fait, il m'a dit, tu vas habiter avec mon frère, voilà, là ici c'est ta famille, là c'est tous tes frères, la compagnie, et tu vas bosser. Et donc là, il m'a formé pendant 4 ans, j'ai bouffé de la technique. Voilà, et c'était vraiment c'est 4 ans de bons souvenirs que tu gardes. Ah ouais, quand tu en parles, c'est des souvenirs magnifiques quand même. Oui, voilà, c'était dans un village paumé comme quoi, hein, un retour aux sources, mais je crois que les danseurs qui avaient Kada, c'était pratiquement que des Maghrébins, parce que voilà, il y avait quelques Français aussi, il y avait Saint-Chamond, oui, il y avait beaucoup. Hein. Il y avait on avait aussi des danseuses qui venaient un petit peu des grands opéras l'opéra de Nice, l'opéra d'Hambourg, enfin des grandes danseuses qui venaient donc même faire des stages et travailler parce que le niveau était puissant. Sur Kada, c'était quand même du haut niveau. Il avait Miguel Lopez qui était aussi un danseur à l'époque qui a eu un accident, qui est devenu donc chorégraphe, qui avait une compagnie à New York, donc qui venait de New York chaque année en fait pour 2 mois, 3 mois pour faire une création. Donc c'est pour te dire le niveau, c'est pas juste un prof de danse de MJC, de quartier ou le spectacle de fin d'année de la MJC. Dans le haut milieu de la danse, Kada Goldman est connu. Ouais. Et là maintenant il a acheté l'école à Vichy, donc il enseigne, et puis il enseigne là-bas, il fait ses chorégraphies, il est toujours en contact. On s'appelle de temps en temps. On le salue, hein, l'école de Vichy, Kada Goldman. Voilà. Et après, alors, mais comment t'es venu de tout ça, de ce parcours un peu, je pars d'un seul coup, je prends au baluchon, je bouge. Comment t'es arrivé au cinéma? Par hasard, en fait, je crois en 92, 93, un truc comme ça. Dans la rue, un gars me branche, un monsieur qui s'appelait Mounir Beka, qui faisait un court-métrage qui s'appelait Barberousse, et il racontait en fait pendant la guerre d'Algérie en fait un jeune révolutionnaire algérien qui se retrouve donc arrêté, et on le met dans cette prison de Barberousse. Apparemment il y a eu une prison qui s'appelle Barberousse à l'époque. Parce que Barberousse c'était le corsaire, enfin le pirate. Oui. Mais ça c'était voilà, et donc peut-être qu'ils ont gardé ça, ils ont pris le nom parce que c'était celui qui protégeait Alger. Et donc il me rencontre, je crois, à Châtelet-Léal. À l'époque, c'était où moi je galérais. À l'époque, j'étais SDF, je traînais, je dansais, je prenais des cours, mais j'étais un petit peu en mode vadrouille, quoi. Et il me rencontre, il me dit voilà, je fais un court-métrage et j'aimerais te prendre. Je dis mais je suis danseur, je suis pas du tout comédien, j'ai rien à voir. Mais il insiste, il me dit c'est toi, je te vois là-dedans et tout, mais je te paye. À l'époque, j'avais pas de thune, pas de thune. Il me dit, puis il me payait bien à l'époque. Je dis bah écoute, vas-y, on va le faire. Et je me retrouve à jouer avec le père de Reda Kateb. Le père de Reda Kateb dans le film qui s'appelait Barberousse, le film. Ouais. Et lui, il avait le rôle. D'ailleurs, il s'appelait. C'était un peu on va dire le proxo, le bandit un peu de cette prison. Il s'appelait Pas de chance. Il avait écrit ici Pas de chance, comme ça. Et donc moi, je me retrouve donc comme jeune prisonnier révolutionnaire, et je vois des mecs là, ça faisait des années qu'ils sont en prison, complètement déconnectés de la réalité de ce qui se passe en Algérie, de la guerre. Et donc il y en a un qui faisait la femme, une espèce de dépravation sexuelle. Et donc il me voit moi, et moi en tout cas voilà, au milieu de tout ça, ils essayent de m'attraper. Et donc j'ai un discours révolutionnaire, qu'est-ce que vous faites, on est dehors, enfin tu vois, j'ai écrit un joli court-métrage. Donc je me retrouve en fait à faire ce court-métrage par hasard. Mais bon voilà, après j'ai pas donné suite, j'ai continué ma vadrouille, ma vie de tous les jours, en prenant des cours, en essayant de... Et puis je crois en 94... Pareil, à la une du spectacle, où je cherchais donc des annonces d'audition de danse.
donc pour bosser. On peut bosser, ouais. Un jeune, pareil, il me branche comme ça, il me voit, écoute, voilà, il y a une audition pour un court-métrage. Je dis, mais je suis pas comédien, ça ne m'intéresse pas. Il me dit, rien à faire, il y a juste à lire un journal, et puis après, tu dis ce que tu en penses. Je dis, non, c'est bon, enfin, ça m'intéresse pas. Donc je passe l'audition pour laquelle j'étais venu. Donc je reviens, je sors, j'étais un petit peu dépité, parce que voilà, c'est un truc de contemporain, mais qui se masturbe le cerveau, c'était pas de la danse. Ça m'a énervé en fait, ce truc-là, je trouvais ça nul. Et donc je vois ce jeune revenir à la charge. Il me voit seul, il me dit, ouais mais écoute, viens et tout, t'as une bonne tête et tout. Puis bon, voilà, j'avais rien à faire, je lui dis, c'est quoi ton truc? Il me dit, bah écoute, il y a juste à lire un article de journal. Et donc l'article de journal, c'était un fait divers d'une jeune maghrébine qui se retrouve en fait morte dans un accident de voiture à Givors. En plus, je connais Givors parce que... Ouais, c'est Lyon, c'est à côté, oui. C'est marrant, donc je lis... Givors, c'est la ville d'Asloub. Hein. Et c'est la ville aussi de Djamel Bourras. De Djamel Bourras aussi. Oui. Bah oui, j'ai vu Djamel Bourras, Redouane Asloub et tout ça. Ouais. Brahim aussi, mais voilà, on les salue d'ailleurs, s'ils nous regardent, c'est leur ville. Ouais. C'est marrant. Et donc, bon, je lis ce truc, je dis, bon, ok, d'accord, je l'ai lu, c'est un fait divers, voilà, c'est une arabe qui est morte, ou un arabe, on s'en bat les reins, quoi. Il me dit, ouais, mais j'aimerais bien que tu dises ça au réalisateur. Bon, j'avais rien à je dis, bah écoute, vas-y, si tu veux, je vais te faire plaisir, je vais dire bon coup, je me casse. Donc je rentre, je vois le réalisateur qui filme, il dit bonjour, il me dit, bah, vous avez lu le truc? Je dis, ouais, j'ai lu. Mais vous en pensez quoi? Je dis, bah écoutez, je sais pas, ce que vous voulez que j'en pense, c'est un fait divers comme tant d'autres, il y a plein de, chaque fois, c'est Mohamed, c'est Ali, il meurt, on s'en fout, quoi. La Terre va pas s'arrêter de tourner. Puis c'était en plus c'était à l'époque, je crois, la guerre entre les Tutsis et les Hutus. Voilà, les Tutsis. Il y a des millions de morts qui sont massacrés, c'est pas pour un fait divers, on s'en fout, quoi. Puis je sais pas, ils m'ont trouvé drôle. J'étais tellement là-dessus, j'avais tellement rien à cirer. Donc il m'a dit, donne-moi ton numéro de téléphone. Et je me retrouve en fait à faire ce court-métrage avec 2 acteurs. Parce que tu trouvais, toi, tu t'en foutais, c'est-à-dire sur le fait divers, parce que tu trouvais que c'était tellement, ça arrivait tellement. Ouais, que je dis, tout le monde s'était ça. Si j'interviens, ça va pas changer. Voilà, et voilà. puis bon, j'étais tellement détaché de ça, et puis je sais pas, je devais peut-être être drôle dans ma façon de dire les choses, je sais pas, je me souviens plus trop. Donc il me rappelle après pour me dire, écoute, voilà, on te veut pour le. Je dis, mais je suis pas comédien, laissez-moi tranquille. Il me dit, bah écoute, viens quand même, voilà. Et, coup de bol, c'était en bas de chez moi. En fait, je serais même pas allé. Tout est une question d'hasard dans la vie. Ouais. Et il me dit, je lui dis, bon, c'est où? Il me dit, c'est telle rue. Je dis, vous avez de la chance, c'est en bas de chez moi. Donc je me retrouve à aller voir ce réal. Donc je fais une impro avec un comédien. Il me dit, bah écoute, tu vas faire une impro, on va voir. Je dis, d'accord. Et puis bon, le comédien donc me fait l'impro. Puis d'un coup, je crois dans l'impro, il me dit, ouais, en fait, elle est mignonne ta soeur. Je dis, pardon? T'as parlé de ma soeur? Il me dit, ouais, mais. Et là, je pète un blanc. Je dis, pourquoi tu parles de ma soeur? Et en fait, moi, je savais pas, j'étais pas comédien. C'était un jeu, ouais. C'était un jeu. Et donc, il filme ça. Et d'un coup, le gars s'arrête. Je dis, ne parle pas de ma soeur. Et puis après, il m'explique, non, mais c'était juste pour l'impro. Et puis moi, j'arrivais, j'étais môme, je savais pas. J'ai tout de suite parti en cacahuète. Ah ouais, le fait divers, t'as pas voulu rentrer dedans, mais là, t'as retrouvé ton côté arabe, tu te dis, c'est revenu à 200%. Ouais, t'as voulu faire le gars détaché, genre, je suis pas dans la bouloulerie, et là, c'est revenu plus vite que tu le pensais. Ça, c'est le naturel. Donc, il était explosé de rire. D'ailleurs, après, avec Michael, on a fait le film, ce court-métrage qui est super d'ailleurs. Et puis, donc on finit par faire ce court-métrage-là. Et puis c'est là, en parlant avec les acteurs, qui étaient 2 acteurs professionnels qui étaient avec moi, il me dit, mais t'es comédien? Je dis, non, moi, je suis pas comédien, moi je suis danseur. Il me dit, franchement, tu devrais faire du cinéma. Et puis c'est vraiment arrivé à une époque où je savais pas trop, où la danse ça marchait pas, je gagnais pas trop ma vie. Je me dis, bon, pourquoi pas c'était pas du tout. Mais quand on est un peu typé, comme on dit entre guillemets, parce qu'on connaît les standards des cinémas, des réalisateurs, est-ce que c'était pas parce que un peu difficile? Est-ce qu'on voulait pas t'assigner à résidence dans des rôles un peu terroristes, etc. Est-ce que c'est pas un peu difficile quand on est un peu, même si on est bon acteur, de se retrouver dans des rôles plus universels entre guillemets, si je puis dire? Bah oui, au début, là, je pense que ça commence un petit peu à bouger en France par rapport aux comédiens maghrébins. Je trouve pas encore assez. Même pour les blacks, c'est encore pire, je trouve. Encore pire que nous, je trouve. Ouais. C'est vraiment pas normal. Mais bon, ça commence. Mais c'est vrai que bon, il y a quelques années, c'était compliqué. Tu connais quoi. Ça n'a pas trop bougé. Toujours l'arabe de service pour les rôles de terroristes, machin. Sauf que moi, tout de suite, moi personnellement, c'est pas ma cam, quoi. Toi, tu te sens vraiment français, il faut le dire quand même. Toi, tu étais fier de tes origines, mais tu te sens français, tu es attaché, tu réfléchis en français, quoi. Évidemment, je pense français, j'ai grandi ici, j'ai pleuré ici, j'ai aimé ici. Enfin voilà, c'est mon pays ici. Ouais. Mais à aucun moment, j'ai pas envie de jouer l'arabe de service, quoi. En tout cas, je laisse ça à ceux qui sont spécialistes en la matière. C'est pas ma carte. Mais là, parce que les gens qui nous regardent ne savent pas que tu as fait des grands films, tu as joué aux États-Unis.
Ouais, enfin, j'ai fait une petite scène en fait dans le film de. Comment ça Munich de Spielberg. Oui, dans Munich, oui, je sais. T'as joué dans Munich, c'est pour ça que j'ai essayé de chercher. Oui, tu vois, comme quoi ça t'a pas. Mais ça t'a donné visibilité, Munich, puisqu'après, je pense que ceux qui sont venus te voir, parce que t'as joué dans Le Prophète, là, t'avais fait un rôle plus important. Plus important, il y a eu un Prophète, il y a eu Timbuktu, il y a eu Le Cœur confidentiel l'année dernière. Enfin, ouais, en fait, je pense. Et le film, et là, actuellement, il y a un film, là, dernièrement, que t'as joué aussi, non? Pardon? Il y a un film dernièrement qui sort avec un réalisateur, c'est un film d'histoire là, non? T'as pas fait un film également? Ah non, il n'est pas sorti, ça je viens de terminer en fait. Voilà, tu vas sortir. Oui, un film d'Abdelraouf Dafri, d'ailleurs c'est lui qui a le scénariste d'un Prophète, ouais. qui signe son premier long métrage donc, sur la guerre d'Algérie qui va s'appeler 1500 impurs. Voilà, et donc là tu as un rôle aussi important quand même dans ce film. Ouais, en fait c'est une chorale, c'est un film choral, il n'y a pas de rôle vraiment principal, il y a un rôle, enfin il y a un acteur. Mais tu as un rôle quand même important, c'est ça que je veux dire, c'est parce que c'est comme c'est une chorale. Il y a un rôle qui me va bien, en fait, qui me convient, enfin d'après, voilà. Moi je t'avais vu dans le rôle, effectivement, moi je t'ai vu dans Le Prophète, et c'est vrai que c'est quand même, Hicham, entre nous, t'es bon acteur. Je sais pas, j'essaie de faire mon travail, je suis un artisan. Ouais, toi, t'es un peu, t'as l'humilité. D'ailleurs, justement, avant de courir, parce qu'on avance, je vais te parler d'un truc, parce que je sais, les gens se disent, tiens, Akli, il a vite, mais c'est quoi l'engagement? Je sais que, bon, déjà, t'es engagé par rapport à cette idée de cinéma, de dire, nous, on veut des rôles universels, des rôles plus d'acteurs, et non pas qui nous enferment. Mais je sais aussi que tu fais un peu des maraudes, toi, mais tu voulais pas en parler, mais je te piège un peu, mais tu fais des maraudes. C'est quoi l'association? Parle-nous de l'association que tu aides. Non, ça, c'est privé. Moi, je fais les choses à mon rythme, tranquillement, loin de tout, voilà. Non, c'est un ami qui s'appelle Mehdi Matouk, d'ailleurs, que je salue, il est dans un collectif qui s'appelle Humanité, donc ils font beaucoup d'aide, ils font beaucoup de malades, ils font plein de choses, et puis ils vont essayer de construire, donc tout l'argent qu'ils gagnent, ils vont construire des puits au Mali, en fait, donc c'est vraiment déjà, et donc voilà, de temps en temps, il m'arrive chaque hiver, en tout cas, je vais faire de la maraude avec eux. Voilà, on peut le saluer parce qu'il ne faut pas de association. Mehdi, peut-être qu'on le recevra ici sur Humanité, parce que c'est quelqu'un. C'est quelqu'un qui se bouge, qui fait, et je sais que tu apportes ton petit soutien. Ça, c'est vraiment. Mais tu ne veux pas en parler, tu ne voulais pas en parler. Mais pourquoi tu n'as pas envie de vraiment te mettre en avant? Toi, tu n'aimes pas le buzz, Hicham, globalement? Je ne vois pas l'intérêt. Si tu veux faire un truc bien, quelqu'un, fais-le, et puis appelle pas la télévision pour montrer, regardez ce que je suis en train de faire, quoi. C'est que ce que tu as fait, tu l'as annulé, en fait. Donc si tu fais un truc, tu fais-le et cache-le, garde-le pour toi, quoi. Tu le fais pour voilà, quoi. Comme on dit chez nous, fils habillah, tu vois. T'as pas besoin de la caméra pour dire regardez, moi je suis. Et puis bon, voilà, après ceux qui ont fait le buzz, c'est parce que bon voilà, il n'est pas sûr de lui. Quand tu es sûr de toi, t'as pas besoin de faire du buzz. Ouais, si t'es droit dans tes pompes, t'as pas besoin, quoi. Les choses elles viennent ou elles viennent pas, c'est écrit, après tu actes et puis tu verras bien. Après bon après je suis pas juste pour revenir à ce que tu as dit, j'attends rien moi de personne. J'attends rien de personne, je suis un homme libre. C'est-à-dire, j'attends pas les gens pour m'appeler, pour travailler. Ça m'intéresse pas, je m'en carre. Soit les gens ils viennent parce que bon voilà, pour moi un film, le cinéma c'est des rencontres humaines avant tout. C'est d'abord un bon scénario, rencontrer un réalisateur avec qui tu captes, avec qui il se passe quelque chose, et c'est de là. Et puis surtout raconter des choses. C'est là que après s'il n'y a pas ça, pour moi il n'y a pas de film. Moi, je suis pas un numéro, tu vas m'appeler, tiens, écoute, j'ai besoin de toi pour faire 3 répliques, tu prends ta thune et puis c'est tout. Moi, ça m'intéresse pas, c'est pas du cinéma pour moi. Là, tu vas travailler, c'est du travail. Moi, je ne conçois pas le cinéma comme un travail, je vois ça comme c'est un art, c'est des rencontres humaines, ça passe par des sentiments, ça passe par quelque chose à raconter. Et si tu as des choses à dire, on va les dire ensemble. Moi, je vais te servir juste, voilà, comme de porte-voix. Porte-voix à ce que tu as raconté. Mais si tu n'as rien à raconter qui m'intéresse, on ne peut pas travailler ensemble, on peut être potes, on peut boire des verres ensemble, il n'y a aucun souci. Mais voilà, si ça ne m'intéresse pas, moi en tout cas artistiquement, j'y gagne rien, ça ne m'intéresse pas. Donc du coup, après tous ces rôles-là, je m'en fous, je ne cherche pas en fait, je vis. Les choses elles doivent venir comme elles doivent venir. Je peux aussi bien travailler au Maroc, en Algérie, en Tunisie, au Sénégal, ou en Belgique, peu importe. Aujourd'hui, les choses, en tout cas, grâce au net, ça va vite. Ça va très vite, tu rencontres plein de gens. Lequel film tu gardes un bon souvenir, justement de parler de tout ça, de ce côté rencontre humaine? Je sais que tous les films, on ne peut pas, c'est toujours difficile de dire ça, mais ou plusieurs d'ailleurs, dans les rapports. Non, en fait, chaque film est une histoire différente. Le Prophète, c'était une rencontre avec Jacques. Voilà, c'était travailler avec lui sur le rôle. Voilà, c'est un homme merveilleux, c'est
c'est un grand monsieur. On aime ou on n'aime pas. C'est un grand monsieur. C'est quelqu'un qui est fin. C'est quelqu'un qui est intelligent, qui met des oreilles là où il n'est pas, qui met des yeux là où il n'a pas. C'est quelqu'un qui, voilà, il a fait un film, un prophète. C'est pas son milieu, un prophète. Il connaît rien. Qu'est-ce qu'il connaît, lui, au milieu des Corses, au milieu de la prison. Mais il a fait un beau film. Pourquoi? Parce qu'il a pris des gens compétents autour de lui. Et surtout, il s'est pas dit je connais tout. Il était à l'affût. Il essayait de comprendre. Il était à l'intérieur des gens. Il bouffait avec les figurants. Les mecs, c'était des mecs qui ont fait de la prison. Tu vois, c'est pas juste des figurants. Donc il a essayé, il s'est entouré de gens qui... Ça, il t'a marqué ce réalisateur parce que... Ouais, je trouve qu'il est... Mais il a de qui tenir, non? Pardon? Il avait de qui tenir quand même, non? Oui, oui, tu m'étonnes. Hein? Et comment? Parce que ça a bercé quand même notre enfance. Le père a réfléchi. Les répliques, quand même, c'est Audiard, c'est pas du... C'est du lourd, c'est... Hein? C'est clair, c'est Monsieur Audiard, quoi. Ah oui. Bah ouais, en tout cas, voilà, quand tu regardes... C'est difficile quand tu es le fils d'eux de trouver un espace quand même. Et lui, il a réussi, non? Oui, après, voilà, c'est toujours difficile, ouais, mais après, il est né là-dedans aussi, il a grandi avec, donc il a aussi les outils. Après, c'est à lui de se démarquer, je dirais, pour que ce soit fils de réalisateur, ou fils d'acteur, ou fils de qui on veut, quoi. Après, c'est à toi de faire ton chemin. Mais après, voilà, il avait en tout cas, il avait déjà un scénario qui est magnifique, qui est un prophète, écrit par Abdel Raouf. Donc après, il a été, forcément... retravaillé, mais en tout cas la base de ce film c'est le scénar d'Abdel Raouf. Après il y a eu d'autres films, il y a eu Timbuktu où j'ai passé où ça m'a complètement changé ma vie. J'ai passé un mois dans le désert au milieu de nulle part. Ah oui, voilà, tu rencontres des Touaregs qui n'ont rien, qui te donnent tout. Tu prends une gifle humaine. Déjà rien que ça, de vivre pendant un mois dans le désert tous les jours sans eau ni électricité, c'est déjà mais c'est merveilleux. Tu rencontres des gens beaux, des gens qui sont purs dans le regard, il y a de la pureté, c'est tout je dis quoi. Et donc toi tu es là, tu es plein de vis, toi, et tu regardes ces gens-là qui te donnent tout, ils te demandent rien en échange. Donc déjà humainement tu prends quelque chose, quoi. Et puis on était je sais pas, on était une vingtaine de nationalités. C'était beau, oui. Et puis, mais le désert c'est magnifique. Magnifique. On se rend compte devant l'immensité comme on est petit et peu de choses, non? Ah oui, non mais c'est clair. Et puis je me souviens d'une très belle anecdote sur ce film. J'avais vu la sœur d'Abdel Raouf Dafri. Et tu me laisses un peu, Raouf, de Tissoko. Et donc elle me dit, je lui dis, écoute, tu sais, c'est Noël là, et bon, il y a on est quand même majorité musulmane. Il y a quand même des chrétiens. Je lui dis, mais tu sais, ça serait bien de faire un truc, parce que comme c'est Noël, et elle me dit, super idée. Et elle me dit, ouais, je lui dis, écoute, ce qu'on va faire, on va essayer de se cotiser, puis on va faire 2 moutons, et puis on va faire un plat, tout ça. Et elle me dit, j'ai une bonne idée, on va faire du bissap chaud. Ça ressemble au vin, mais c'est pas du vin. Mais c'était drôle. Et bissap, c'est rouge, c'est ça. Oui. Et donc, du coup, elle me dit, c'est une super idée. Et donc, on a fini par faire ça. Et après, elle a dit, voilà, c'était une idée du chef. Je dis, non, c'est notre idée à nous. Et c'était tout le monde. Et puis après, on a fait de la musique, ça fait djembé, ça a rigolé. On a fait une espèce de pièce de théâtre improvisée. Pour fêter Noël. Je dis, voilà, pour fêter Noël. Je dis que c'était vachement bien. Je dis, voilà, la vie, c'est ça aussi, tu vois. On est plein, on est une vingtaine de nations. Mais voilà, on fête Noël et so what, quoi. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Et donc là, qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui le regardent, parce que là l'émission est finie, tu as envie de dire quoi? Peut-être à tes parents, ou des gens, ou tes enfants, je ne sais, peut-être un petit message qui va... Ou aux gens qui nous regardent. Je sais pas, je suis pas trop... Non, en tout cas, voilà, je voulais juste te dire aussi, je veux rebondir un petit peu sur l'actualité, actuellement. Voilà, et je voulais dire, en fait, en tout cas, je suis solidaire des Gilets jaunes. Ça, je tenais vraiment à le dire. Voilà, je trouve que ce mouvement porte quelque chose de grand, de noble. C'est la France. C'est la France, c'est nous tous ensemble, quoi. Après, voilà, je trouve que voilà, leurs revendications sont justes. Donc voilà, je soutiens les Gilets jaunes. En tout cas, j'ai envie de le dire. Bravo, comme c'est que tu es engagé. Non, parce je te remercie. Voilà. Merci en tous les cas d'être venu, de nous avoir parlé avec le cœur. Et puis si vous avez entendu des petits chuchotements, des petits trucs dans les coulisses, c'est Selma qui est avec nous, qui peut venir d'ailleurs. En tous les cas, viens Selma avec ton père, voilà, comme ça tout le monde verra Selma, parce qu'elle était là. Donc vous voyez, c'est une émission où on est un peu tranquille, vous attendez un peu de bruit parce qu'elle est sur le micro. Donc moi je vous dis bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité. Et avec Hicham et Selma, on vous quitte et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonne soirée et bon appétit si vous passez à table. Bonsoir. Dis bonsoir, Selma. Bonsoir, Selma. Oh, tu fais la timide.